Alors, bienvenue en Sibérie. Alors ici, nous sommes dans un environnement un peu spécial. C'est une forêt boréale ou taïga qui est juste à côté. Et là, on a ce qu'on appelle une rivière avec de la tourbe et peut-être du permafrost. Alors cette ambiance que vous voyez, c'est ce que nous trouvons actuellement en Sibérie, au Kamchatka. Et bien sûr, pourquoi cet environnement-là? Parce que c'est justement au mois de mai-juin, tel que actuellement nous tournons en mai-juin là, c'est la fonte des neiges et puis il y a des érosions le long de ces rivières et dans ces rivières on trouve des ossements d'animaux du Pléistocène, c'est-à-dire des animaux qui ont à peu près entre 12 000 ans et 1 million d'années, et puis on trouve aussi des momies de rhinocéros laineux ou de mammouths congelés. Alors tout ça c'est une conférence sur le mammouth, enfin on va dire les mammouths. Il faut savoir que le mammouth, vous connaissez tous le mammouth, il fut un temps où le mammouth était l'animal emblématique de la préhistoire. Il est toujours l'animal emblématique de la préhistoire puisque c'était l'animal préhistorique le plus connu par des petits et des grands. Malheureusement, le mammouth a été détrôné avec le Jurassic Park puisque maintenant l'animal préhistorique le plus connu c'est le Tyrannosaurus Rex qui est un dinosaure. Mais ceci dit, le mammouth reste le mammouth et le mammouth pour moi est toujours un animal emblématique. Alors les mammouths ont vécu durant la dernière période géologique, c'est-à-dire le Quaternaire. Le Quaternaire va de 1 800 000 ans à maintenant. Nous sommes sur la fin du Quaternaire et durant le Quaternaire, il y a une période qu'on appelle le Pléistocène de 1,8 million d'années à environ on va dire 10 000 ans à peu près. C'est comme ça que c'est reconnu par les géologistes. Et cette période-là a connu 4 périodes glaciaires. Donc 4 périodes interglaciaires et 4 périodes glaciaires. Des périodes glaciaires qui ont duré entre 2 ou 3 millions d'années quand même. Alors les mammouths font partie de cette famille qui sont la famille des proboscidiens. Donc ce sont des éléphants préhistoriques. Actuellement on n'en reconnaît que 3 espèces. L'éléphant d'Asie qui vit en Inde. Et puis 2 espèces africaines, notamment l'éléphant africain des savanes, que vous connaissez tous, hein, et puis l'éléphant africain de forêt aussi, qui est peu connu parce que la population est très petite, qui vit bien sûr dans les forêts africaines. Sinon, durant la préhistoire, enfin, on va dire depuis à peu près 45 millions d'années à maintenant, il y a eu à peu près un peu plus d'une centaine d'espèces d'éléphants qui répartis un peu partout dans le monde entier, sauf en Antarctique. On n'en a pas trouvé en Antarctique, bien sûr. À cette époque-là, c'était le froid. Mais sinon, on a trouvé ces proboscidiens fossiles en Argentine, notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Eurasie et un petit peu aussi au Japon. Une petite espèce pygmée. À propos de ces éléphants préhistoriques, il y a ce qu'on appelle le groupe des mammouths. Alors les mammouths, on en a décrit à peu près une vingtaine, 20-30 espèces de mammouths. Et bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a des stades intermédiaires des mammouths, entre le mammouth ancestral et le mammouth laineux, enfin c'est pas très clair. Et donc on les a appelés le mammouth de Roumanie ou le mammouth de Choulan. En fin de compte, on ne sait pas très bien si c'est une espèce à part entière, si c'est un hybride ou c'est un stade intermédiaire. Ceci dit, on reconnaît à peu près entre 7 et 8 espèces valides de mammouths. Parmi ces mammouths, nous avons, d'abord il faut savoir que les mammouths sont nés en Afrique. Hein. Il y a à peu près entre 5 et 6 millions d'années et ça a commencé en Afrique du Sud. C'est ce que nous appelons le mammouth de l'Afrique du Sud. Et puis, vers 3,5 millions d'années, ces mammouths d'Afrique du Sud ont migré vers le nord de l'Afrique et ça a donné une autre espèce qui est le mammouth d'Afrique du Nord. Et bien sûr, le problème, c'est que nous avons que des morceaux d'os, des fragments de mâchoire, des fragments de molaires, des fragments d'os, comme la côte. En fin de compte, on a très peu d'ossements, on n'a pas de squelette complet. Ceci dit, après, nous avons ce qu'on appelle le mammouth de Roumanie. Alors là, quelques ossements, c'est une forme intermédiaire entre les mammouths africains et l'espèce suivante qui est le mammouth ancestral ou mammouth méridional. Et là, on va dans du gros, du très gros. Imaginez que c'est un mammouth qui est apparu il y a environ 2,6 millions d'années, qui a disparu il y a 700 000 ans et qui a conquis toute l'Eurasie, c'est-à-dire l'Asie et l'Europe. Et là, on a un monstre. On a un mammouth qui fait 5 à 6 mètres, voire 7 mètres au garrot, un animal de 7 mètres de longueur et qui devait peser dans les 10 tonnes. C'est un mammouth dont les défenses faisaient entre 3 et 5 mètres de longueur. Là, on a
parmi les plus gros mammifères, parmi les plus gros, parce qu'il y a eu plus gros avec le Balychiterium asiatique, là. Mais ceci dit, on a l'un des plus gros mammifères terrestres. Et ces mammouths, on en a trouvé en France, notamment dans le Gard. Il y a un squelette complet qui a été trouvé dans le Gard dans les années, fin des années 1870, qui est actuellement exposé dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Mais on en a trouvé en Italie, on en a trouvé en Espagne, qui sont exposés dans les musées de ces pays-là. On en a trouvé aussi en Chine, en Russie, en Allemagne, enfin à peu près dans toute l'Europe. Et là, on a des squelettes complets. Par contre, ce qui est arrivé ensuite, il y a 2,6 millions d'années, 1,8 millions d'années, excusez-moi, je me mélange dans les dates, et ben, c'est le mammouth des steppes. Et là, on a un mammouth qui est laineux. Et ce mammouth laineux faisait la même taille que le mammouth ancestral. Nous avons un mammouth qui faisait 4 mètres au garrot, 4-5 mètres au garrot, et qui pesait également dans les 10 tonnes. Et on sait qu'il y avait une laine, une fourrure, parce qu'on a trouvé des fragments de fourrure, notamment en Sibérie, parce que ce mammouth est né en Asie, en Eurasie, en Chine, en Sibérie, et au fur et à mesure, il a conquis toute l'Europe, puisqu'on a trouvé des squelettes de ces mammouths un petit peu en Allemagne, en Roumanie et puis un petit peu en France. Et je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Il a conquis l'Amérique du Nord il y a environ 1,5 million d'années. Ensuite, après ce mammouth des steppes a donné naissance à un autre mammouth que vous connaissez tous, le fameux mammouth sibérien et le mammouth laineux. Alors le mammouth laineux ou mammouth sibérien, c'est un petit mammouth. On imagine que mammouth, ça veut dire quelque chose de gros. Eh bien, fin de compte, non, le mammouth laineux, c'est un animal qui fait 2,50 m, 3 mètres au garrot, peut-être 4 mètres au grand maximum, on en a trouvé. Et on a affaire à un animal qui est né en Sibérie, hein, de toute façon, un animal de pays froids, de pays glaciaires, et qui a quand même survécu à des températures interglaciaires. Et lui, le mammouth laineux est apparu il y a 250 000 ans et il a disparu il y a environ 10 000 ans sur le continent européen et en Asie. Il a disparu il y a 12 000 ans aux États-Unis, en Amérique du Nord, parce qu'il a conquis l'Amérique du Nord il y a 250 000 ans, enfin il y a à peu près 150 000 ans, excusez-moi. Et ensuite, il a disparu sur des petites îles, l'île Saint-Paul, il y a à peu près 7500 ans, et il a disparu définitivement sur une petite île de Wrangell avec un mammouth laineux pygmée il y a environ 3700 ans. Alors là maintenant on va parler un petit peu de ce pont qu'il y a entre, ce pont naturel qu'il y a eu entre l'Alaska et la Sibérie. Alors justement là, comme vous voyez, il y a quelques centaines de kilomètres à peine entre l'Asie et l'Amérique. Et c'est le détroit de Bering qui sépare ces deux continents. Sauf que dans le détroit de Bering, il y a entre 100 et 150 mètres de profondeur. Il faut savoir que ces 100 et 150 mètres de profondeur ont été importants durant la période géologique du Pléistocène, parce qu'il y a eu 4 périodes glaciaires, et durant les périodes glaciaires, le niveau d'eau a baissé parce que la glace a pris toute l'eau. Cet abaissement de l'eau a été de l'ordre de 100 à 150 mètres, ce qui fait qu'il y avait un énorme pont naturel entre l'Asie et l'Alaska, entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Et ce pont naturel s'appelle la Béringie. Et durant la Béringie, il y a eu des contacts entre les animaux d'Asie et les animaux d'Amérique du Nord. Et non seulement il y a eu des contacts, mais il y a eu des migrations. Il y a eu des animaux de l'Amérique du Nord qui sont rentrés en Asie, et puis des animaux de l'Asie qui sont rentrés en Amérique du Nord, notamment les hommes, les premiers humains qui ont conquis, venaient de l'Asie, de la Sibérie, ils ont conquis l'Alaska, ils sont descendus dans le Yukon, puis ils sont descendus très 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 loin jusqu'au Mexique et l'Amérique du Sud. Ça a été la première migration humaine. En fin de compte, ce sont les ancêtres des Amérindiens d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les paléo-amérindiens. Mais en même temps, ces hommes préhistoriques qui venaient de Sibérie ont suivi des animaux. Et parmi ces animaux qu'ils ont suivis, ça a été les mammouths. Notamment, il y a 1,5 million d'années, le mammouth des steppes est rentré en Amérique du Nord, est allé très très bas jusqu'au milieu de l'Amérique du Nord. On a trouvé des fragments de ces mammouths-là un peu partout, notamment dans le Yukon, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans l'Oregon.
mais on n'a que des fragments, on n'a pas de squelette complet de mammouth des steppes en Amérique du Nord, ce qui est dommage. Et puis ensuite, il y a eu une période interglaciaire où le niveau d'eau a remonté, puis une autre période glaciaire et le niveau d'eau est redescendu. Et on parle d'une autre migration de mammouth il y a environ 150 000 ans, c'est le mammouth laineux. Le mammouth laineux est rentré en Amérique du Nord. Et lui, il est descendu jusqu'à peu près le nord des États-Unis, mais pas plus bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mammouth des steppes, qui a migré il y a 1,5 million d'années en Amérique du Nord, a donné naissance à une autre espèce. Cette espèce, c'est le mammouth de Colomb. Alors le mammouth de Colomb, là, il faut dire qu'il a exactement les mêmes caractéristiques que le mammouth des steppes, sauf que le mammouth des steppes qui était poilu, et ben ce mammouth de Colomb qui vivait dans une ambiance tempérée, voire subtropicale, et ben les poils ont disparu et c'est devenu un énorme mammouth d'environ 5-6 mètres au garrot, avec un animal de 10 tonnes, pareil, comme le mammouth ancestral, comme le mammouth des steppes, et lui il avait des défenses qui faisaient à peu près 4-5 mètres de longueur. Là on a affaire à une espèce de mammouth que l'on trouve surtout dans la partie sud des États-Unis jusqu'au Mexique. On a trouvé des cimetières de mammouths de Colomb. Le seul problème, c'est que maintenant, les scientifiques se posent la question si c'est vraiment une espèce à part entière, parce qu'il y en a qui se disent que ce mammouth de Colomb n'est pas un mammouth de Colomb, c'est un mammouth des steppes. Bon, ben ça, c'est encore un problème génétique, puisque actuellement, grâce aux nouvelles recherches génétiques, on peut déterminer maintenant les différences génétiques entre ces différentes espèces de mammouths. Mais sachez que le mammouth mammouth laineux, lui, a été le dernier à disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé au Pléistocène? C'est qu'il y a eu un petit problème à la fin du Pléistocène. Ce petit problème, c'est qu'on a noté que entre 12 000 et 10 000 ans, il y a à peu près 35 espèces de la mégafaune mondiale qui a disparu. Alors quand je dis mégafaune, ce sont tous les grands mammifères qui ont disparu, non seulement les grands mammifères, mais aussi les grands oiseaux. En Australie, en Nouvelle-Zélande, l'épiornis, qui est un oiseau qui faisait plus de 3 mètres de hauteur, a disparu. Il y a eu aussi des marsupiaux géants comme le diprotodon qui a disparu aussi. Et ça a été la même période où les mammouths, les mégathériums, les paresseux géants ont disparu de l'Amérique du Sud. Le glyptodon a disparu de l'Amérique du Sud. Le macrauchenia a disparu de l'Amérique du Sud. Il y a eu des tatous géants qui ont disparu en Amérique du Nord. Toujours à la même période, les tigres à dents de sabre et tout ça. Et les mammouths aussi ont disparu. Les mammouths ont disparu en premier en Amérique du Nord, il y a 12 000 ans à peu près. Ensuite, ils ont disparu de l'ensemble de l'Eurasie il y a 10 000 ans. Alors justement, le mammouth laineux n'était pas tout seul à vivre en Eurasie puis en Amérique du Nord. Bien sûr, il était accompagné par des animaux. Parmi ces animaux, un des plus connus, c'est les rhinocéros laineux. Là, on va en Eurasie, et voici le crâne d'un rhinocéros laineux. Alors, le rhinocéros laineux, c'est un animal qui faisait à peu près 5 à 6 mètres de longueur. Comme son nom l'indique, c'est un gros rhinocéros avec des poils et une fourrure. Alors il faut savoir qu'on trouve des squelettes de rhinocéros de l'Europe, enfin de la France, l'Espagne, France, jusque la Chine et la Sibérie. On a réussi à trouver des rhinocéros laineux congelés, complètement congelés, notamment du côté de Varsovie, en Pologne, on en a trouvé en Ukraine, et puis on en a trouvé bien sûr en Sibérie. Dernièrement en Sibérie, on a trouvé un bébé rhinocéros laineux, donc on peut les suivre. Donc, ce sont les animaux qui avaient des poils, et que lui a disparu il y a 10 000 ans, comme par hasard, en même temps que le mammouth. Le rhinocéros laineux, lui, il est resté en Asie, hein. Il est resté en Eurasie, il n'a jamais, au grand jamais, traversé l'Amérique du Nord, jusqu'à preuve de contraire. Mais pour l'instant, on n'a trouvé aucun ossement, même une partie d'un ossement d'un rhinocéros laineux en Amérique du Nord. Là, j'ai apporté aussi un fémur d'un cheval préhistorique qui a été trouvé en Europe, justement sur les sites des mammouths. Une chose qui est importante à propos du cheval, vous savez que le cheval est né en Amérique du Nord durant une période qu'on appelle le tertiaire. Et les chevaux se sont très bien développés, très bien évolués en Amérique du Nord, sauf que à la dernière période glaciaire, c'est-à-dire il y a environ 12 000, 13 000 ans, eh ben, les chevaux, ils sont partis, ils ont quitté l'Amérique du Nord définitivement, ils sont s'installer en Asie, en Eurasie. Et là, ils ont évolué en Europe. Et ce qui fait qu'il y a 10 000 ans, il n'y avait plus un seul cheval en Amérique du Nord.
Ouais, vous allez me dire, mais les Mustangs, les chevaux nord-américains sauvages qui sont aux États-Unis, eh ben, sachez que les chevaux, ben, ce sont les conquistadors espagnols qui ont apporté les chevaux en Amérique du Nord. Et là, j'ai apporté un autre animal qui a vécu avec les mammouths, notamment le mammouth de Colomb, c'est le tigre à dents de sabre. Ici, c'est le smilodon. Alors, dites-vous bien que c'est un félin qui présentait peut-être un danger pour les bébés mammouths, pour ce qu'on appelle les mammouthos, mais qui présentait aucun danger pour les mammouths adultes. Il faut savoir que durant les smilodons ont vécu il y a environ entre 20 000 ans et 10 000 ans. Pareil, ils ont disparu en même temps que les mammouths il y a 10 000 ans. Et eux, ils ont plutôt vécu dans le sud des États-Unis et le milieu des États-Unis. On n'a pas trouvé de squelette de smilodon dans le nord, par exemple au Canada et en Alaska. Par contre, ce qu'on a trouvé en Alaska et dans l'Oregon, et peut-être, et surtout dans le Yukon, on a trouvé des crânes d'un autre animal qui est le lion des cavernes. Alors le lion des cavernes, dites-vous bien que c'est le même lion que nous avons actuellement, mais 2 fois plus grand. C'est-à-dire un animal qui fait cette hauteur-là et qui devait être très dangereux pour les jeunes mammouths et également pour les hommes, parce qu'il y a eu des hommes à cette période-là. Donc voilà à peu près ce qu'avait la faune du Pléistocène. Maintenant, on va parler des momies de mammouths. Parce que généralement, quand on dit des mammouths congelés, on voit souvent des images où vous avez des explorateurs qui trouvent un gros bloc de glace et puis à l'intérieur, il y a un mammouth, puis ils sont en train de taper dedans, puis ils ont un mammouth entier. Alors dites-vous bien que c'est ce que j'ai cru quand j'étais enfant et ça a été mon rêve de travailler, de découvrir un mammouth laineux, sauf que j'ai été un petit peu déçu parce que ça ne marche pas comme ça. En fin de compte, les mammouths congelés, ce sont des mammouths partiellement congelés. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que généralement, par exemple en Sibérie, puis même dans le Yukon, par exemple là nous avons un environnement dans lequel on peut en trouver des mammouths congelés. Il suffit qu'il y ait un mammouth ce sont des mammouths qui meurent et qui tombent dans une tourbière et qui sont tout de suite ensevelis par cette tourbière parce que c'était une période entre l'été, l'automne et l'hiver. Donc le corps a été enveloppé par de la neige et la terre qui a recouvert et l'animal est resté congelé. Il est resté congelé entier, hein, des fois, ou partiellement entier, c'est-à-dire qu'une fois que l'animal meurt, il est mangé par des charognards, par des renards, par des loups, par des carcajous, enfin bref. Donc il mange une partie, puis il y a une partie qui est congelée. Et l'animal est recouvert par cette tourbière congelée, qui est le fameux permafrost, le terre gelée, et ensuite, quelques millions d'années plus tard, avec l'érosion, une partie de l'animal ressurgit, et c'est ce qu'on appelle le mammouth, parce que le mammouth, qu'est-ce que ça veut dire, mammouth, en russe? Ça veut dire la taupe de terre, parce que les anciens Yakoutes, quand ils trouvaient un mammouth, ils pensaient que c'était une grosse taupe souterraine qui, dès que l'animal sortait hors de la terre, paf, l'animal mourait parce qu'il voyait le soleil. Vers 1880, enfin vers le 1670, il y a eu des marchands chinois qui commercialisaient des défenses de mammouths et les Yakoutes leur disaient que ces mammouths-là, ces défenses venaient de ces mammouths, de ces taupes de terre, et les Chinois se sont intéressés, ils disent c'est quoi ce truc-là là? Et c'est là qu'ils se sont aperçus que c'était des animaux préhistoriques qui étaient en chair et en os. L'information est arrivée aux Russes qui eux se sont intéressés, ils ont fait des expéditions en Sibérie et l'une de ces expéditions est arrivée avec ce qu'on appelle le mammouth d'Adam, ou le mammouth de Léna, qui a été trouvé en 1799 et qui a été ensuite déterré vers les années 1802-1803 et l'animal a été expédié à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, jusqu'à date, on n'a trouvé aucun mammouth entièrement congelé, sauf les bébés. Alors là, on a à peu près 7-8 bébés mammouths. Alors là, ceux-là, ils sont entièrement congelés. On a Dima, on a Ishma, on a Lyubia, qui sont des mammouths qui sont âgés entre 2-3 jours à peut-être 6 mois d'âge. Ces bébés mammouths sont conservés soit au musée de Saint-Pétersbourg, soit en Iakoussie en Sibérie. Et dernière découverte, en 2022, on a découvert un bébé mammouth ici au Canada. Alors justement, des mammouths congelés, on a trouvé des morceaux de peau, des fourrures de mammouth en Alaska, peut-être aussi au Yukon.
On a trouvé à la moitié d'un bébé mammouth, d'un mamouto en Alaska dans les années 40, c'est-à-dire qu'on a la tête, la trompe et la patte gauche avant, qui est actuellement exposée au Musée d'histoire naturelle de New York. Mais en 2022, à Dawson City, dans les mines d'or, on a trouvé enfin un premier mammouth congelé entier au Canada, dans le Yukon. Et ce mammouth est actuellement gardé par les autochtones et c'est notre seul mammouth. Et ce mammouth est âgé d'environ 2 mois. À propos du mammouth, l'animal le plus connu chez les mammouths, c'est bien sûr le mammouth laineux, dit le mammouth sibérien. En Amérique du Nord, un peu moins parce que nous avons très peu de restes de mammouths laineux. La plupart de ces ossements de mammouth sont trouvés dans le Yukon. Alors justement ici j'ai des morceaux de défense de mammouth qui ont été trouvés dans le Yukon. Comme vous voyez, bon, c'est des défenses qui sont très vieilles. Elles ont à peu près, ça c'est des défenses qui ont un peu plus de 100 000 ans à peu près. Et c'est de l'ivoire, enfin de l'ivoire en mauvais état, parce que, comme vous savez, en Sibérie, on travaille de l'ivoire qui est en très bon état, qui est trouvé dans le permafrost. Là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le genre d'ivoire que l'on trouve sur les berges des rivières du Yukon, comme vous voyez ici. Hein. C'est à peu près cet environnement-là que nous avons au Yukon, dans lequel nous trouvons des ossements de mammouth. Alors, à propos de la biologie des mammouths, il faut savoir que c'était des animaux qui possédaient des poils, enfin une fourrure. Donc, il y a 2 sortes de poils. Il y a ce qu'on appelle le poil court ou le duvet, qui mesurait entre 2 et 15 cm de longueur, qui était sur la peau et en dessous de la peau, il y avait une couche de graisse. Et puis, vous avez le poil long. Alors, le poil long, c'était logiquement un poil qui fait entre 40-50 cm à 90 cm, voire 1 mètre. Pourquoi nous savons qu'il y avait des duvets et des poils longs? C'est grâce à tous ces mammouths congelés qu'on a trouvés justement en Sibérie, et notamment en Sibérie et un petit peu aussi en Ukraine aussi. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que le mammouth est un animal qui vivait dans la steppe. C'est ça qui est incroyable. Mais il fréquentait aussi des forêts, à l'orée des forêts. Et on a trouvé dans son estomac toute une flore qui est une flore steppe, flore toundra, avec, vous savez ce que c'est la toundra, ce sont des petits arbustes, des petits peupliers, des petits bouleaux qui sont à peine, qui dépassent pas les 50 cm de hauteur. Mais on a trouvé aussi des bouleaux de forêt, donc qui rentraient à l'orée des forêts parce qu'ils vivaient à l'orée des forêts. Et ce qui est bien avec le paysage que nous voyons ici, c'est qu'on a un petit peu l'ambiance dans laquelle les mammouths vivaient durant une période interglaciaire, et notamment en Sibérie et peut-être en Amérique du Nord. Donc là, nous avons une forêt de taïga avec quelques bouleaux, c'est à peu près ça ce que nous trouvons. Alors, mais c'était surtout un animal des steppes. Donc, mais qui vivait aussi dans des régions froides. Il avait une couche de graisse et il y avait une couche de poils, de fourrure qui les protégeait à des températures qui frisaient dans les moins 30, les moins 40 degrés. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le mammouth mettait au monde un ou 2 petits, et à la naissance, on le sait grâce à tous ces mammouths congelés, faisait à peu près 90 cm au garrot. Il devait peser dans les 90 kg. Il restait entre 2 et 3 ans avec sa mère pour l'allaitement, mais généralement le bébé mammouth restait dans le groupe, dans le troupeau de mammouths à vie. Parce que comme vous savez, les éléphants, comme les mammouths, c'était des animaux qui étaient matriarcaux, c'est-à-dire c'est des groupements de femelles avec leurs jeunes. Les jeunes femelles restaient à l'âge adulte avec le groupe des femelles, et les mâles, les jeunes mâles, à un moment donné, étaient éjectés du groupe, soit ils étaient solitaires, soit ils faisaient des troupeaux de mâles. Ça, on le sait grâce à certains fossiles que nous avons trouvés en Sibérie. Alors aussi, je vous parlais de l'alimentation des mammouths. Les mammouths devaient peser à peu près dans les 4-5 tonnes. Et on a calculé qu'un mammouth ingurgitait à peu près 180 kg de végétaux sur une période de 20 heures par jour. Donc vous voyez que c'est un animal qui vivait dans une région qui est très riche en végétaux. Donc voilà en gros la biologie du mammouth. Alors j'ai apporté ici une molaire de mammouth, enfin c'est une partie de molaire de mammouth, hein, parce que, alors il faut savoir que comme tous les éléphants, c'est des dents, hein, c'est comme des dents, mais on appelle ça des molaires parce que c'est fait pour broyer la nourriture, et justement ça c'est la partie qui sert à broyer, ça ce sont les racines. Il faut savoir que les mammouths, comme les éléphants, quand ils grandissent, ils perdent des molaires. Ils ont à peu près 4 paires de molaires
sur chacune des demi-mâchoires. Et ces molaires, ils perdent ces molaires, et puis une autre qui repousse. Mais il y a toujours une molaire, la dernière molaire, qui, une fois qu'elle est usée, l'animal meurt de faim. Et c'est comme ça que ces animaux meurent. On pense que la longévité d'un mammouth est de 60 ans. Au bout de 55 ans, la molaire d'un animal de 55 ans commence à perdre sa durée opérationnelle et l'animal il meurt de faim. C'est comme ça. Et ça, on le sait grâce à tous ces mammouths congelés. Alors il y a une question qui se pose maintenant, c'est quelle était cette relation entre les hommes et les mammouths laineux? Pourquoi? Parce que on sait que les hommes ont représenté des mammouths dans les grottes, sur les fresques. Notamment, on a des dessins ou des peintures de mammouths en France, surtout en France. On en a en Espagne et puis aussi en Russie, en Sibérie, enfin dans toute la Russie et en Ukraine. On sait qu'ils ont utilisé des ossements de mammouths pour faire des cabanes où ils ont gravé des mammouths sur des os. Est-ce que les hommes préhistoriques ont chassé le mammouth? Et ça, c'est la grosse question. Jusqu'à date, on n'a aucune trace. Il y a une autre question qui se pose maintenant. Est-ce que le mammouth est vraiment éteint? On a dit qu'il y avait des mammouths qui vivaient quelque part en Alaska, mais ça, c'est démenti. Par contre, les Russes, oui, ils pensent sérieusement qu'il y a des mammouths quelque part en Sibérie. J'ai survolé la Sibérie et c'est des survols de plusieurs heures où c'est des forêts de taïga ou des toundras. Les Russes, durant la Seconde Guerre mondiale, vous savez ce qui s'est passé dans les années 30, 40, surtout 40, lorsque les Américains donnaient des avions, des bombardiers aux Russes, les Russes allaient les chercher en Alaska ou aux États-Unis et ils survolaient une grosse partie de la Sibérie pour livrer leurs avions sur le front contre l'Allemagne. Et il y a des pilotes russes qui disaient, enfin les pilotes soviétiques qui disaient que durant la survol de Sibérie, ils ont vu des mammouths. Est-ce vrai? Est-ce faux? On ne sait pas. Et il y a toujours des légendes ou des gens qui disent qu'en se baladant, en se promenant dans la Sibérie, ils ont trouvé des drôles de traces ou ils ont croisé des mammouths. Est-ce des légendes? Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Moi, je suis toujours optimiste. Toujours optimiste. J'espère que oui, dans la taïga, peut-être qu'il y a des mammouths qui survivent parce qu'on découvre chaque année toujours des nouvelles espèces animales ou des espèces qui ont disparu. Et là-dessus, la Sibérie, comme le fin fond du Québec, il y a peut-être des animaux qu'on ne connaît pas et qu'on risque de découvrir. Et peut-être qu'un jour, on va découvrir un mammouth en Sibérie. Je l'espère. À très bientôt et au revoir.